Voilà, chers fidèles téléspectateurs, auditeurs et auditrices, nous sommes là dans le cadre de notre émission C'est tout ça le Congo, présentée par Madame Mwanga Wilungula Esther, la RTEC Tropicana, chaque lundi à partir de 11h. Bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monsieur Lucien Gédéon Lokumu, qui est le chef de site de la Salonga. Bonjour, Monsieur Lucien. Oui, bonjour, Madame. Et bienvenue à notre émission. Merci beaucoup, je vous en prie. Avec lui, nous allons parler du parc de la Salonga. Comme il est le chef de site du parc de la Salonga, nous allons parler avec lui du parc de la Salonga. Dans le parc de la Salonga, nous allons traiter 5 rubriques avec lui. Première rubrique, nous allons parler de la situation géographique du parc de la Salonga. Deuxièmement, nous allons parler des espèces qu'on peut trouver dans le parc de la Salonga en ce qui concerne la faune et la flore. Et troisièmement, nous allons parler de la gestion du parc de la Salonga. Quatrièmement, nous allons voir aussi les difficultés qui se rencontrent dans la gestion de la parc de la Salonga et du parc de la Salonga. Et cinquièmement, nous allons voir des défis à relever dans la Salonga et puis nous allons conclure. C'est tout ça les Congo. À la découverte du Grand Congo. Oui, Monsieur Lokumu Lucien Gédéon, vous êtes le chef de site de la Salonga. Est-ce que nous pouvons connaître quelle est la situation géographique de la Salonga? Merci beaucoup pour la question. La Salonga, qui est le parc national qui est géré par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Au fait, la Salonga, c'est d'abord le plus grand parc de l'Afrique et le deuxième au monde après le parc glaciaire du Canada. Donc, la Salonga, dans ce qui pouvait éclairer facilement, ça se retrouve dans la grande province équateur de Mambré. Et aujourd'hui, il y a une partie qui se trouve au niveau de la province de Chuapa. Il y a une autre partie du côté de Maïndombe. Il y a aussi du côté de Sankour et une partie de Kasaï. Vraiment, là, on peut dire que la Salonga est un parc transprovincial. Donc, il se retrouve dans 4 provinces. Dans 4 provinces. Donc, c'est vraiment un grand parc. Oui, c'est le plus grand parc de l'Afrique, donc qui a une superficie plus que beaucoup de pays, même plus que la Belgique et d'autres pays. Cela signifie gérer la parc national de la Salonga, c'est gérer tout un pays. Donc, c'est gérer tout un pays. Chers fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la RTEC Tropicana, vous voyez que l'émission est bilingue. Donc, Lolo Toyambi, la 4 émissions, c'est tout ça le Congo. Il y a le chef de site, il y a parc national à Salonga. Donc, parc à Salonga, c'est parc national. Il y a 4 sites de patrimoine mondial. Ce qui est dire, il y a des Congolais, il y a oyo ezali pe site ya patrimoine mondial, donc ezali na kati ya oyo ezali bomengo ya mokili mobimba. Donc na ye Monsieur Lucien Gédéon Lokumu nde toza kolobela na oyo etali parc ya Salonga, parce que yende azali mokambi ya parc oyo ya Salonga nde azali koyebisa biso ete parc ya Salonga eza parc munene oyo ezali ko se retrouver na 4 provinces na kati na mboka na biso. Ezali na Chuapa, na province de la Chuapa, province ya Maïndombe, na province ya Kasai, pe na province ya Sankuru. Boyebi ete na émission oyo tozalaka na besoin ba question ceux qui vous en besoin ya motuna tala numéro oyo boko joindre na biso, c'est le 081 43 11 110 081 43 11 110. Bongo alobi ete parc na biso ya Salonga eleki même bamboka ebele, donc parc ya Salonga eleki Belgique. Donc Belgique est le col à payer, le col à ville à Bruxelles était. Donc munene nango a plus de 36 000 km². Donc munene a le pays à Belgique, même eleki même ba payer musu sur le col à Rwanda. Donc elingi kolobete ko gérer parc wana Salonga ezali facilité pe kozana parc wana ezali penza bomengo makasi. Alors maintenant, quelles sont les espèces qu'on peut retrouver qu'on peut retrouver dans la Salonga en ce qui concerne la faune d'abord?
Oui, au départ, d'abord, à la création de la Salonga, c'était d'abord pour la protection de grands massifs forestiers. Dans les 36 000 kilomètres carrés, c'était d'abord pour la protection de ces grands massifs forestiers. Et dans ces grands massifs forestiers, dont on a trouvé qu'il y avait encore des espèces exceptionnelles, de valeur exceptionnelle, qui est l'éléphant de forêt. Donc c'est là où il y avait une abondance vraiment de cheptels d'éléphants de forêt. Il y a aussi le pan congolais qu'on trouve nulle part au monde. Seulement chez nous ici au Congo. Donc dans les parcs de la Salonga. Oui, la Salonga. Et puis il y a aussi dans d'autres zones, mais une grande partie c'est au niveau du parc de la Salonga. On a aussi les bonobos. Les bonobos qui est le chimpanzé né, le pan paniscis, qu'on trouve nulle part au monde. Et on trouve seulement chez nous ici. En abondance dans les parcs de la Salonga. Oui, et en abondance au parc de la Salonga. C'est vraiment des richesses exceptionnelles, de valeurs que nulle part au monde on peut trouver, mais on trouve ça chez nous. C'est vraiment ça, en dehors de l'aspect forestier, on trouve ces espèces-là caractéristiques. En dehors de ces espèces-là qui sont que des espèces phares, il y a toute la faune de la zone équatoriale qui se trouve au niveau de la Salonga. Beaucoup d'espèces endémiques et du côté faune et du côté flore. Donc là, dans la Salonga, si je comprends bien, il y a même les rhinocéros, il y a les hippopotames. Oui, si vous regardez dans l'approche de la Salonga et tout autour, mais les hippopotames ne sont pas répertoriés dans les espèces de la Salonga. Mais dans la zone, parce que la Salonga est plus la zone où il y a plus de l'eau, la zone marécageuse, plus de grandes rivières qui constituent même comme de fleuves. Donc il y a de la faune qui est répertoriée. Il y a des crocodiles. Oui, des crocodiles, beaucoup de sous-espèces de crocodiles qu'on retrouve facilement dans le parc de la Salonga. Donc là, quand on parle que le Congo est le deuxième poumon forestier du monde, donc on fait plus l'allusion au parc de la Salonga. Oui, je peux vous confirmer que le parc de la Salonga, c'est vraiment le cœur de la cuvette centrale. C'est le cœur de la cuvette centrale et la Salonga constitue vraiment un poumon. Parce qu'aujourd'hui, avec les dernières recherches sur les tourbières, qu'on a déterminé les tourbières au niveau de la RDC et de Congo-Brazza, la Salonga fait partie presque dans sa totalité. Vraiment, si vous arrivez à la Salonga, vous allez voir qu'une grande partie ne sont que des tourbes. Où, avec ces tourbières, ça constitue, même si c'est au-delà de quelques années, d'atténuation du réchauffement climatique. Cela signifie que la RDC et le parc de la Salonga en particulier sur cette approche contribuent énormément à l'atténuation du réchauffement climatique. Ça contribue énormément à l'atténuation du réchauffement climatique et c'est dans ce cadre-là qu'on l'appelle aussi parc, donc site de patrimoine mondial. Oui, aujourd'hui, le parc de la Salonga, c'est l'un de 5 sites de patrimoine mondial en RDC. Nous savons que des sites de patrimoine mondial sont partout au monde. Il y a d'autres qui sont des sites culturels, il y a d'autres qui sont des monuments. Mais ici, en RDC, c'est une particularité, ce ne sont que des aires protégées. Et parmi les aires protégées, les 5 aires protégées gérées par l'ICSN, dont on a 4 qui sont à l'est, qui est Virunga, le parc de Kaouzi-Biega, réserve de faune à Okapi, le parc de la Garamba. Mais il n'y a que le parc de la Salonga qui est vers l'ouest. Et parmi les 5 aussi, le 5e qui est la Salonga, qui était un peu mise à l'écart. Mais aujourd'hui, la Salonga commence maintenant à reprendre ses pieds pour marcher. Et aujourd'hui, les yeux de tout le monde, l'Union européenne, tout le bailleur, le partenaire qui appuie la conservation, et avec l'approche de réchauffement climatique, on a constaté que la Salonga, c'est vraiment le grand poumon. Il faut faire revivre la Salonga pour que la Salonga soit protégée et on va atténuer le réchauffement climatique au niveau mondial. Donc c'est pour dire que la Salonga contribue vraiment au bien-être de la population tant congolaise, africaine et mondiale. Oui, effectivement, c'est un bien de l'humanité où tout le monde peut contribuer pour que la Salonga ne puisse pas être détruite. Parce que si le parc de la Salonga est détruit, c'est une partie de la vie humaine qui est détruite.
parce que c'est un bien des communautés locales, provinciales, nationales et de l'humanité. Aujourd'hui, si nous respirons encore mieux, même les pays qui polluent continuent encore à respirer un peu de l'oxygène, c'est grâce donc aussi à l'appui de la Salonga qui donne un peu plus de l'oxygène, qui permet à ce que il y a aussi une grande partie de séquestration du carbone dans cette forêt-là. C'est comme ça magasine le carbone, mais ça libère l'oxygène pour que le monde puisse vivre. Ça libère vraiment l'oxygène pour que le monde puisse vivre. La Nignon sur la radio télé environnement conservation de la nature. Bongo tozali kokoba kaka na monsieur Lucien Gédéon Lukumu oyo azali chef de site ya Salonga Parc National ya Salonga lokola azali koloba ezali oyo ezali bomengo ezali patrimoine kaka ya Congo te ezali patrimoine national patrimoine ya Africain nyonso pe ya mokili mobimba. Donc tokoki koloba ete soki tobebisi parc ya Salonga bongo tozali ko batela ngo te sikoyo tokoki kozala taxé ya crime contre l'humanité parce que la population est belée bongo bako souffrir na yango bisoka ba congolais te ata ya mokili mobimba. Mais maintenant monsieur Lucien, quelles sont donc les difficultés? Comment d'abord vous gérez avant d'abord de passer aux difficultés? Comment se gère ce parc? Parce que ça se retrouve dans 4 provinces différentes. Mais maintenant comment vous parvenez à gérer? Gérer le parc national de la Salonga, c'est gérer tout un pays, comme je venais de dire tantôt. C'est quand on gère ce site, on est aussi comme président ou plus. Effectivement, donc, si nous regardons la superficie de ces parcs, c'est plus que d'autres pays. La gestion aussi est si compliquée et tous les problèmes que les pays aussi connaissent aussi, le parc de la Salonga aussi subit. Cela signifie gérer le parc dont on peut s'imaginer aussi, extrapoler pour dire que donc, on peut aussi gérer d'autres pays. Mais la gestion de la Salonga aujourd'hui, c'est une gestion qui est un peu particulière. Dans le sens que la Salonga, comme tous les autres aires protégées, est sous la gestion de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Mais vu tout ce que l'ICCN connaît aujourd'hui avec les problèmes de difficultés financières, dont la vision de l'actuel directeur général de l'ICCN, qui est le pasteur Dr Cosma Wilungula, dont il a émis une autre approche qui est en train de faire sortir les aires protégées dans les gouffres. C'est pourquoi aujourd'hui vous ouvrez d'autres parcs où il y a des partenariats publics et privés. Donc le privé, le partenaire ont venu avec des ressources, de finances pour financer les parcs, pour appuyer les parcs financés. Et aujourd'hui, le parc vit. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas cette approche-là avant qu'il puisse prendre la commande de l'ICCN. Et avec l'évaluation qu'il a fait avec son équipe donc, sur le partenariat public et privé, donc, il a opté encore une autre vision intermédiaire qui est de dire qu'il faut faire aussi la cogestion. Mais il y a d'autres parcs, on a essayé de faire la cogestion sur un financement quelconque. On dit le bailleur donne l'argent, un partenaire avec l'ICCN cogère un fonds. Et ça a marché, c'est pourquoi le directeur général a émis aussi l'idée de mettre cette approche-là. Comme aujourd'hui, la Salonga n'avait pas vraiment de gros sous pour la protection, alors que c'est vraiment les poumons. Le directeur général a pu céder une partie de la gestion de la Salonga dont, à une ONG internationale voilà, qui est reconnue aussi sur la conservation, qui est le WWF. Aujourd'hui, la Salonga est co-gérée l'ICCN WWF. Donc le directeur général a donné le pouvoir au WWF de faire les lobbying, les recherches de financement pour appuyer la Salonga. Et entrer aussi dans la gestion. Oui, oui. Et ça entre dans la gestion active. C'est pourquoi aujourd'hui la Salonga est gérée. Dans le management et les leads, c'est le WWF. Et l'ICCN contrôle tout ce qui est technique. Et c'est moi qui gère tout ce qui est de la sécurité, de la protection, tout ce qui est de formation des rangers, tout ce qui est de patrouille, tout ce qui concerne la sécurité, la protection du
du parc, c'est sous notre responsabilité. Cela signifie que le parc de la Salonga est co-géré aujourd'hui. Avec cette co-gestion qui a commencé depuis 2015, aujourd'hui, nous sentons vraiment que la Salonga commence à changer la robe. Donc ça réussit. Oui, oui. Dans cette vision-là, à ne pas oublier aussi que le directeur général de l'ICSN est un pasteur, un serviteur de Dieu. S'il le met une vision, cela signifie que c'est une vision qui ne vient pas de lui en tant que personne. C'est Dieu qui pousse à ce qu'ils inspiré par Dieu. C'est pourquoi toutes les approches qu'il met en œuvre, et c'est toujours une grande réussite. Aujourd'hui, même quand moi j'étais affecté à la gestion à la Salonga, il y a beaucoup de gens qui savaient seulement l'approche ancienne de la Salonga, comme si rien ne marche là-bas. Et aujourd'hui, quand on me pose la question, moi j'ai dit la Salonga vit. Parce qu'avec la nouvelle vision, avec cette approche de la cogestion, dont on est en train de partir pour faire remettre la Salonga en marche. Et je prédis déjà qu'avant qu'on fasse une évaluation triennale, la Salonga marche déjà avec cette approche de la cogestion. Très bien, M. Lycée Lukumu Gédéon, pour ces éclaircissements de cette cogestion qui se passe à la Salonga, parce que ce sont des nouvelles initiatives et des nouvelles visions. Effectivement, il faut toujours les expérimenter quand ça donne et ça doit continuer. Mais maintenant, là, bien sûr, la vision est en train de porter ses fruits. Mais dans la cogestion, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas, ça se passe vraiment à l'aise, ça se passe convenablement, il n'y a pas de petites difficultés. Oui, je peux vous dire ceci. Donc, pour moi, je suis toujours optimiste. Si dans un mariage, il y a au moins 70% de la réussite, de la compréhension, c'est déjà une grande réussite. C'est ça. Cela signifie que cette vision-là est en train de marcher, mais il y a toujours des difficultés parce qu'aujourd'hui, nous étions toujours dans la gestion pure des aires protégées. Le partenaire qui vient, c'est la première fois qu'il puisse s'impliquer dans la gestion pire d'une aire protégée. C'est pourquoi nous sommes là. Donc petit à petit, partout où il y a des failles, on est en train de corriger pour les baliser. De travailler toujours à synergie. Aujourd'hui, il y a même dans l'unité de gestion de Parc national de la Salonga qu'on appelle IGPNS, dont les cadres de VVF et les cadres de l'ICSN qui sont ensemble. Là, on ne sait plus différencier VVF et ICSN. Nous travaillons toujours pour la cause de la Salonga. Très bien, vous travaillez pour la cause de la Salonga, bien-aimés, chers fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs de la radio Artec Tropicana. Nous sommes là toujours avec vous. Voilà le numéro 081 43 11 110. Si vous voulez nous joindre, voilà le numéro par lequel vous pouvez nous joindre, 081 43 11 110. Si vous avez des questions à poser, M. Lucien Gédéon Lukumu est là en ce qui concerne le parc de la Salonga. C'est tout ça les Congo. À la découverte du Grand Congo. Avec ça, nous allons dire quelles sont d'autres difficultés, des difficultés que vous rencontrez souvent dans les parcs, dans la gestion des parcs. On a compris que ça se gère, donc il y a une cogestion avec les VVF. Mais maintenant, les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Oui, ce que je peux préciser d'abord, qu'en regardant seulement la forme de parc de la Salonga, si les gens voient déjà la carte de la Salonga, il faut comprendre que ce n'est pas facile de gérer la Salonga. D'abord sur sa situation géographique, il y a plus des influences aussi politiques de chaque province veut aussi s'approprier la Salonga. Donc, voilà. Chaque province cherche à ce que le quartier général puisse être chez eux. Il y a aussi les difficultés liées à sa configuration. Si nous regardons le parc de la Salonga, est constitué de deux blocs, le bloc nord et le bloc sud. Et entre les deux blocs, il y a un grand corridor. Un grand corridor, les deux blocs est séparé de 50 km. Et dans ces corridors-là de 50 km, la population vit. C'est pourquoi le territoire de Monkoto, c'est entre deux blocs du parc. Et nous regardons aussi à plus de 70%
des accès du parc, c'est dans des rivières, des grandes rivières. Cela signifie que l'accès n'est pas facile. Donc c'est enclavé. Oui. De quitter tel bloc à tel bloc, il y a un sérieux enclavement au niveau du parc de la Salonga, pas seulement au niveau du parc de la Salonga, donc c'est toute la géographie tout autour de la Salonga, toutes les provinces. Je peux vous dire d'abord de quitter le territoire de Monkoto pour arriver à Bwende à 225 km. Ce sont des sentiers de piste, alors qu'à l'époque, c'était de grandes routes. Donc la route de 225 km, vous avez plus de 60 ponts à traverser. Donc la situation géographique... Et ces ponts-là sont en bon état? Pas nécessairement. C'est pourquoi, avec la vision actuelle, le parc aussi contribue. Parce qu'il y a une stratégie nationale de la conservation communautaire dont l'ICCN utilise dans ses aires protégées. Et sur cela, le parc appuie les communautés dans des alternatives. Et appuyer aussi d'une manière ou d'une autre dans quelques activités de développement. Et le financement que le parc a reçu de l'Union européenne, l'ICCN et son partenaire avaient accepté aussi à ce qu'une partie, dont les 60% de ces fonds, c'est sur les appuis des communautés, donc les ouvertures des routes, donc c'est l'apanage de l'État congolais. Mais le parc et ses partenaires, avec la vision de l'ICCN, de prendre en charge quelques ouvertures de routes de réhabilitation. Il y a aussi des activités alternatives pour les communautés, parce qu'on leur dit vous ne pouvez pas entrer faire le braconnage et la chasse dans le parc. Il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent. Donc, parce qu'on fait la conservation pour l'homme et par l'homme. On n'est plus dans la phase de la conservation policière. C'est pourquoi l'ICCN a une stratégie nationale sur la conservation communautaire. Comment appuyer les communautés avec le peu qui pouvait être là. Parce que dans l'approche actuelle de la gestion des aires protégées, il y a ce qu'on dit APA, accès, partage et avantage. Il y a quelques avantages qui découlent de la gestion du parc. Les communautés aussi bénéficient d'une manière ou d'une autre. C'est comme aujourd'hui, la Salonga est en train de moderniser une école dans un village où toute la zone, il n'y a pas une école de pareil que le parc est en train de faire. Et puis, aujourd'hui, avec les corridors, avec ces corridors-là de 50 km, la gestion est si compliquée. Les animaux ne peuvent pas traverser du bloc nord vers le bloc sud, alors qu'il fallait qu'il y ait la continuité de cela. Mais avec l'appui aussi de ces financements, le parc appuie les communautés à créer l'aire forêt communautaire, dont la gestion sera purement communautaire. Et c'est là pour ne pas pousser encore les communautés à entrer dans le parc. Mais ils sont en train de se constituer leur propre forêt en plantant des arbres. Effectivement, ils vont créer aussi de plans de gestion de ces forêts-là. Et ils vont se déterminer. Ça, c'est en dehors du parc. Oui, en dehors du parc. Ils auront des zones de culture là où ils vont faire leurs champs. Ils auront aussi des zones de conservation intégrale. Parce que là où ils vont conserver comme la maternité des animaux. Comme l'animal n'a pas de frontières, l'espèce qui n'est pas protégée, qui n'est même pas, peut-être pas partiellement protégée, s'il traverse, il arrive dans leur forêt communautaire, comme manger la viande de brousse n'est pas interdit au Congo, mais c'est réglementé par la loi des chasses, mais seulement les espèces qui sont totalement protégées, partiellement protégées, qui sont protégées par la loi. Donc, et ils gèrent leur forêt. Et dans ces forêts-là, il y a deux parties aussi, ensemble avec les communautés, qui vont gérer ça intégralement, qui va constituer comme les corridors écologiques entre les deux blocs, pour permettre les éléphants de traverser, pour permettre les bonobos de traverser, et d'autres espèces pour éviter s'ils sont bloqués entre les deux blocs, il peut y avoir la consanguinité, il ne peut pas y avoir les synergies dans la transmission des gènes et des espèces qui sont de part et d'autre. Très bien, mais là, vous avez parlé des espèces qui sont partiellement protégées, les espèces qui ne sont pas protégées et les espèces qui sont totalement protégées. On peut connaître dans les parcs de la Salonga, par exemple, pour la population qui se retrouve tout autour.
quelles sont les espèces qui sont totalement protégées? Parce que ça peut se retrouver dans leurs forêts, les forêts là, qui sont en train de créer, ces espèces-là, avec les corridors, donc ils peuvent traverser, se retrouver là-bas. Il faudrait que la population connaisse quelles sont les espèces qui sont totalement protégées. Oui, aujourd'hui, je peux citer seulement quelques espèces phares qui sont totalement protégées. Il y a l'éléphant d'abord, qui est menacé partout au monde. Donc totalement protégé. Totalement protégé. On ne peut pas y toucher. Non. Il y a les bonobos. Les bonobos qui est totalement protégé, même si on vous trouve avec un bonobo ici dans la ville de Kinshasa. Même si ça à Paris, quelque part là, oui. on vous retrouve avec ça, vous ne devez pas les toucher. Oui, ça, si on vous trouve avec ça, c'est une infraction. Donc il faut les prendre, même si vous voyez les bonobos dans votre quartier, dans vos champs, prenez-les et amenez-les à l'ICCN. À l'ICCN pour que l'ICCN puisse s'en occuper, si pas de les garder dans les jardins, de les retourner dans la forêt. On a aussi le pan congolais qu'on trouve nulle part. Il y a aussi d'autres espèces comme les citatunga et d'autres zongilés qui sont... Il y a beaucoup d'espèces au niveau de la salonga. Le pangolais géant aussi. Donc il se retrouve vraiment à mais il y a plus de menaces sur le pangolais avec le marché chinois que nous sommes en train de travailler avec nos partenaires dans les réseaux de trafic des espèces pour chercher à atténuer. Vraiment, c'est un des désastres que l'Asie est en train de faire sur la menace de pangolais géant. Voilà, donc je pense que notre population est en train de nous suivre, ils ont compris les espèces qui sont totalement protégées, où on ne peut pas y toucher, même si vous les voyez donc, en train de se promener dans la nature, récupérer ou signaler à l'autorité compétente qui pourra s'en charger, mais si vous les prenez, donc yebaki bakolandela yo donc awa bazali koloba na ba espèce oyo esengeli kosimba te. Chef de site ya Salonga alobi neti ba oyo ezali nzoku ezali protégé, mutu akoki kosimba yango te. Nzoku ezali protégé, ezali na ba bonobo pe ezali protégé, ato moni yango wapi kosimba yango te. Soki omoni zwa yango yaka nango na ICCN bakoyeba ndenge bakosala, soki bakotia yango na jardin to bakozongisa yango na nature, mais soki bakangi yo nango bazwi yo nango okokangama, parce que ezali ba espèce ezali protégé, ezali na pangolin, ezali pe géant, ezali pe protégé, ba espèce ebele o ezali protégé, boyoki yango wana ke ezali donc interdit mutu asimba yango, mais soki omoni yango na nature kanga yango zwa yango yaka nango na ICCN bakoyeba ndenge yako batela yango. Tozali kokoba kaka na émission na biso, nous continuons, nous poursuivons toujours notre émission et nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin avec monsieur Lucien Gédéon Lokumu qui est le chef de site de la Salonga, et avec lui nous sommes en train de parler des parcs de la Salonga et il est en train de nous éclairer là-dessus. Vous voyez toujours le numéro par lesquels vous pouvez nous joindre, 081 43 11 110, 081 43 11 110. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions si vous avez des préoccupations et vous voulez des éclaircissements. On peut toujours vous éclairer par M. Gédéon Lucien Lukumu qui est là, le chef de site de la Salonga. Voilà, donc c'est ça, nous avons compris les difficultés, cette difficulté que vous êtes en train de pouvoir rencontrer là-bas compte tenu de la grandeur donc des parcs. Il y a des difficultés d'ordre politique où donc les politiciens cherchent à s'accaparer et on a des difficultés par rapport à la population riveraine qui se retrouve là-bas parce qu'il y a la pauvreté tout autour, c'est ça? Oui, ce que je pouvais ajouter là sur la population, il y a d'abord, nous pouvons dire dans nos milliers de villages au niveau de la RDC, il n'y a pas vraiment de développement. Et c'est la même chose aussi pour la population qui sont tout autour de la Salonga. Le niveau de la pauvreté vraiment est à un niveau accentué. Donc, oui. Bon, entrer dans les parcs pour chercher vraiment la vie. Voilà, leurs ressources, ils voient seulement d'aller chasser le gibier, entrer dans le parc. Et quelque chose que je pouvais aussi même interpeller la population de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à Bikoro, en Mbandaka, Ebola. Ebola vient de la viande de brousse. Que les gens évitent de pousser les gens à aller encore continuer à battre la viande et chercher à manger. Parce que vous ne savez pas de quelle manière que cet animal-là qui arrive dans ta casserole, comment cet animal a été tué. Donc, évitez de pousser encore les gens d'aller chasser vers l'équateur. Cette viande de brousse,
c'est de là où il y a des réservoirs. Parce que si nous continuons à manger la viande de brousse, un jour nous serons surpris. Ebola ne peut pas se retrouver là où ça a commencé, mais ça peut peut-être apparaître ici à Kinshasa. À cause de la viande de brousse. À cause de la viande de brousse, parce qu'il y a des espèces qui sont des réservoirs d'Ebola. Qui se retrouvent là, la Salonga. Oui, qui se retrouvent dans la forêt. Dans la forêt en général, parce que les microbes dans le corps de l'animal ne réagissent pas. L'animal n'est pas malade, mais si ça peut transmettre. Oui, si ça transmet à l'homme, le microbe se développe facilement dans l'homme et ça constitue vraiment un danger pour l'homme, alors que ce n'était pas danger pour l'animal. Pour l'animal. Oui. C'est pourquoi le parc est en train de travailler pour l'approche là des communautés, de la population, avec la pauvreté, avec beaucoup de gens. Le parc, l'ICCN et ses partenaires font déjà des efforts pour appuyer tant soit peu. Mais maintenant, nous interpellons aussi le gouvernement et d'autres ministères qui ont la population sous leurs responsabilités, de tourner aussi les regards vers ces secteurs-là, donc vers le Chuapa et puis Monkoto, voir les villages qui sont là et de chercher à comprendre comment la population congolaise vit là-bas, parce qu'ils ont droit aussi à vivre mieux comme nous qui sommes ici. Donc là, on peut comprendre que la meilleure façon de se protéger d'abord contre Ebola, c'est de s'abstenir de manger la viande de brousse. Pas cette viande de brousse. Cet animal peut quitter Monkoto là-bas et même arriver à Maïndombe avec cet Ebola. Et quand on les bouffe, l'Ebola s'apparaît aussi là-bas. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui aiment toujours voir la viande de chimpanzé sur leur assiette, alors que nous connaissons très bien l'histoire d'Ebola. Comment ça a commencé? C'est parce que les gens ont rencontré un animal qui était mort, ils ont pris, ils ont mangé. Et c'est la même chose, et évitons. Cherchons à transformer notre alimentation. Mangeons plus de légumes et d'autres qui peuvent nous donner aussi la force. Si nous cherchons la protéine animale, il y a des élevages. C'est pourquoi même au niveau du parc, on pousse les communautés, on les appuie à faire des élevages. Donc pour éviter, il y a quand même des apprentissages. Il y a ce qu'on est le parc quand même est en train de pousser, d'aider la population riveraine à avoir à se développer d'une autre façon, à manger d'une autre façon. Il y a de l'apprentissage, de la culture, de l'agriculture, de comment, de l'élevage et tout ça. Ça se fait. Il y a le parc appuie les communautés à faire de fermes pilotes. Voilà. Et dans les fermes pilotes, donc, il y a la pisciculture, il y a la diversité agricole. Vraiment, c'est d'une façon moderne où on met au moins 5 à 10 cultures au même moment et qui est bien suivi et appuyé. Il y a aussi des élevages que le parc appuie les communautés, mais le parc est limité. C'est une autre difficulté qui est le financement. Parce que si le parc a plus de financement, il y a aussi une autre partie qui sera toujours affectée pour les communautés. Et qui devrait apporter le financement? Oui, donc celui qui devait apporter, c'est un patrimoine de tout le monde. Donc les politiciens qui sont ici, les gouvernements, tout le monde peut contribuer. Mais l'ICCN fait déjà un effort énorme parce que plus de 86% de financement de la Salonga et de l'ICCN vient de l'extérieur. Cela signifie que donc le management du directeur général de l'ICCN fait à ce qu'aujourd'hui, le parc qui était dans des années avant 2005, donc c'était vraiment dans les enfants des parapauvres, où personne ne pouvait accepter d'être comme agent de l'ICCN. Aujourd'hui, avec cette impulsion-là du directeur général qui est aussi un serviteur de Dieu, aujourd'hui tout le monde commence à envier d'être à l'ICCN. C'est pourquoi il faut que nous cherchions à capitaliser et à renforcer encore cet appui-là. Bien sûr qu'il y a des apports extérieurs qui n'atteignent pas 60% de besoins des aires protégées. Donc on doit quand même avoir un apport interne. Parce que plus l'extérieur nous appuie, plus nous aurons une main mise quelque part. Effectivement, aujourd'hui, l'ICCN souffre toujours. Il n'y a pas de frais de fonctionnement qui viennent des subventions de l'État. Et les salaires, c'est compliqué.
Mais maintenant, si l'ICCN vit, c'est à cause des appuis extérieurs. Là, ils ont donc le droit d'avoir un regard, un droit de regard quand même là où ils amènent des financements. Effectivement, la main qui est tendue pour attendre à ce qu'on te donne, tu vas recevoir tout ce qu'on va te donner sans poser de questions. Alors que si le gouvernement aussi prenait sa place pour dire qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est le socle de tout aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, une autorité, faire votre discours sans que vous parliez de la protection de l'environnement. Cela signifie que ça ne passera pas. Aujourd'hui, les G7 se disloquent, dont on cherche à réduire des G7 à G6, les réunions qui sont au Canada, à cause des réchauffements climatiques, la protection de l'environnement. C'est ce que l'ICCN fait aujourd'hui. C'est l'enjeu du moment, l'enjeu de l'ère. Et le président des États-Unis a dit, lui ne peut pas être là, il va quitter, mais il a fait une surprise. Il est venu, mais il a conditionné encore de dire que vous aviez fait quitter la Russie, il faut retourner la Russie. Cela signifie qu'il est en train de créer un peu d'ambroglio. Or, l'ICCN, la RDC, est en train déjà sans moyen d'atténuer, de donner tout ce qui est de la biodiversité, le poumon de la cuvette centrale, c'est ce qui atténue tous ceux qui sont en train de polluer. Malgré qu'ils se battent là-bas, mais le financement part ailleurs. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas mobiliser, nous ne savons pas faire les lobbying, que le gouvernement puisse le faire pour capitaliser un peu ces financements-là, pour que les aires protégées puissent continuer à vivre et à faire revivre encore l'humanité. Très bien, je pense que ce que vous avez dit là-bas, vous êtes en train d'être suivi. Je pense que ça va interpeller la conscience des uns et des autres. Mais la cohabitation avec la population, oui, on a compris que la population riveraine, elle est pauvre. Donc, ce qui fait qu'elle aura toujours tendance de chercher, donc rentrer dans le parc. Mais en dehors de ça, la cohabitation, là, parce qu'il y a aussi les problèmes démographiques. Nous voyons qu'ici, donc à la RDC, en Afrique, donc il y a l'éclosion démographique. Est-ce que ce n'est pas le cas là-bas, dans le parc de la Salonga, tout autour là, avec l'éclosion démographique, qui n'ont pas tendance aussi d'entrer dans le parc, parce qu'il n'y a pas, ils ne peuvent pas, ce n'est pas seulement entrer pour chercher à manger, mais il y a aussi, si se développe, il se multiplie, et que l'espace qu'ils sont en train d'occuper devient petit à petit, ils auront tendance aussi à entrer dans le parc. Il n'y a pas un problème comme ça. Effectivement, ce que je peux vous confirmer est que la cuvette centrale est encore vierge. Même si vous survolez avec l'avion le dessus du parc de la Salonga, vous ne pouvez même pas imaginer comment cette forêt est constituée. Cela signifie que dans le parc de la Salonga est différent avec le parc de l'Est. Parce que vous savez, l'accroissement démographique à l'Est de la RDC, la densité est plus élevée. Au niveau de la Salonga, la densité de l'accroissement démographique est vraiment très faible. Cela signifie... Pourquoi cela? Est-ce que vous pouvez avoir certains éléments? Pourquoi ça? Bon, moi je ne peux peut-être pas donner de précisions sur ça parce que ce n'est pas plus dans mon domaine. Mais je comprends que la zone forestière est moins habitée. Donc si nous regardons la province la grande province de l'Équateur est moins habitée parce que avec cette forêt... Donc la densité de la population est faible. Malgré que donc, la superficie est trop grande, mais la densité est faible. La densité est faible. Cela signifie que le parc ne peut pas être menacé aujourd'hui par la population, à moins qu'il y ait les histoires de l'exploitation qui peuvent venir de l'extérieur, mais pas pour les communautés. Mais la cohabitation avec la population, la cohabitation est un peu bonne parce qu'on ne peut pas dire que c'est très bonne, parce que vivre avec le parc à côté et la population qui est à côté, donc ils ont toujours tendance d'aller là-bas. Il peut y avoir toujours des accrochages, il peut y avoir toujours des petits problèmes. Mais on a un outil de la sensibilisation. On fait maintenant donc de pas vers les communautés pour leur demander à s'approprier du parc. Au fur et à mesure qu'ils s'approprient du parc, et ils auront aussi les bénéfices du parc. Parce que ce que le parc donne aujourd'hui, celui qui était appelé à le faire ne le fait même pas. C'est pourquoi aujourd'hui il commence à dire que non, il faut que nous protégeons le parc. Parce que si le parc n'est pas là, nous on ne saura plus comment vivre. Mais il y a aussi une autre difficulté au niveau du parc, parce qu'à la création du parc, avec le vague de 1980, quand l'ancien président dans le sommet des Nations Unies avait dit
je vais étendre mon pays et donner 15% aux aires protégées. On avait créé beaucoup de parcs datent de ces années-là, des années 70. Donc là, il avait compris aussi à ce niveau-là des années 70. Garamba, Kaouzi, Biega et la Salonga. Alors que quand on crée un parc, il faut que la population qui se trouve dedans puisse être délocalisée pour que le parc puisse rester vide, parce que la loi dit interdiction des activités humaines. Mais on avait oublié des communautés qui sont dedans, les Yalima et les sectes Kitawala. Ce sont eux qui constituent aujourd'hui un problème, parce qu'ils sont dans le parc. Parce que si on veut changer le mode de gestion par rapport à leur présence, il faut changer aussi les statuts du parc. C'est pourquoi on ne peut pas faire un plan d'aménagement pour ça, mais on est là de pourparler pour pousser ces gens-là. Parce que là où ils sont, ils vivent comme des animaux. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas des infrastructures sanitaires, il n'y a rien, il n'y a pas des écoles. C'est pourquoi le parc commence à prendre un peu à charge d'autres enfants pour leur faire sortir dans des centres qui sont dans les limites pour qu'ils puissent commencer à apprendre un peu la vie et le développement. Et d'autres commencent à sortir, aller dans d'autres endroits et ils commencent à voir que non, la vie est ailleurs que dans la forêt. Mais si je vous suis bien, les Kitawala, là, c'est une secte. Ce n'est pas aussi à cause de certaines croyances qui les poussent aussi à rester là-bas. Ce n'est pas effectivement, parce qu'il y a eu une période où les bérets rouges étaient partis pour évacuer tous ceux qui résistaient dans la forêt. Ils étaient partis et puis leur chef spirituel était arrêté. Un moment, quand il est retourné, il est mort et on l'a enterré là-bas. Donc pour eux, quitter ces lieux-là, c'est vraiment les séparer de leur chef. De leur secte, de les séparer de leur vision, parce que leur chef-là constitue comme c'est l'envoyé de Dieu. C'est ce qui les bloque aussi là-bas. Mais il y a d'autres qui commencent à comprendre, ils commencent à porter des habits, parce que les kitawalistes ne portent pas des habits, ils portent que des sacs. Des sacs. Donc ce sont des conservateurs. Oui. Il y a beaucoup de sacs, de sacs ici, c'est de bandes rouges, bandes vertes, qui partent de l'eau et de l'eau vers l'équateur. Deux fois, ça part chez les kitawalistes, parce que c'est ce qui constitue leurs habits. C'est tout ça les Congo. À la découverte du Grand Congo. Chers fidèles téléspectateurs, auditeurs et auditrices de la RTEC Tropicana, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Et je vous rappelle que nous avons reçu pour vous M. Lucien Gédéon Lokoumou, qui est le chef de site de la Salonga. Et c'est avec lui que nous sommes en train de poursuivre cette émission. Et nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous sommes en train d'arriver presque. Maintenant, les défis, quels sont les défis à relever pour la Salonga? Avec, je peux vous dire, avec tout ce qu'on a énuméré comme des difficultés, cela signifie qu'il y a aussi des grands défis. Les grands défis, il y a d'abord le désenclavement de parc de la Salonga. Le parc est enclavé, là, pas de route, il n'y a pas moyen de circuler. Oui. Et puis, les niveaux aussi de la population, si même les besoins élémentaires de la population est mis sur place, vous verrez que... Prise en charge de la pauvreté. Oui, prise en charge par le gouvernement. Vous allez voir que la protection de Salonga sera encore plus améliorée. Il y a aussi le problème de braconnage. Le problème de braconnage qui est un grand défi pour nous. Donc on doit augmenter les effectifs. Parce que donc on voit que c'est un parc qui se trouve dans 4 provinces. Il faudrait aussi que les effectifs des gardes des parcs soient augmentés, soient élevés. Effectivement, pour le braconnage, il y a déjà un travail qui venait d'être fait par l'opération Bonobo, qui ont vraiment nettoyé, et le braconnage ne plus comme c'était auparavant. Ça a diminué, mais on a l'obligation d'atténuer vraiment cela. Il faut augmenter l'effectif de... Et que les gardes soient aussi équipés, parce que même si on augmente, c'est qu'il faudrait qu'il ait des équipements. Effectivement, donc,
Parce qu'un garde on augmente l'effectif, un garde, il faut qu'il soit bien formé. S'il est bien formé, qu'il soit bien équipé, et le travail sera bien fait professionnellement, et il y aura moins de problèmes. Parce que quelqu'un qui est bien formé, il a des tactiques appropriées. Pour savoir se défendre. Voilà. Et aujourd'hui, il y a ces Kinshasa aussi qui ravitaillent ces secteurs-là. C'est pourquoi nous demandons si il peut y avoir cette ouverture-là d'augmenter l'effectif et qu'on ait un peu plus de moyens pour former et équiper le garde-parc. La situation sera stabilisée. Donc ça, c'est un défi à relever aussi. Oui, un grand défi aussi, c'est que le gouvernement congolais puisse s'approprier des aires protégées. Parce qu'aujourd'hui, les aires protégées, dans les aires protégées, c'est le bastion de bandits, de milices et de tout consort. Mais or, nous, les rangers qui protégeons le parc, nous utilisons des armes, nous utilisons les tenues appropriées. Nous sommes des parents militaires. Mais actuellement, il y a des problèmes de dotation. Si donc, les gardes sont bien dotés, bien équipés, il y a les uniformes, il y a tout cela, ça va permettre à ce que le travail puisse être bien fait. Avant que nous parlions du monde entier pour dire que c'est le poumon du mondial, donc d'abord au niveau de la RDC. Et c'est que je bénis Dieu parce que cette émission, je comprends, ça va atteindre plus de 1000 personnes. Parce que c'est déjà donc 1000 personnes sensibilisées. C'est là vraiment que nous comprenons que cet outil, c'est l'outil que nous ne pouvons pas négliger, la RTEC, pour qu'on puisse toujours venir vers vous. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, les gens vont comprendre la Salonga. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même ici, si vous circulez, vous sortez à l'extérieur ici, vous posez la question, la Salonga, c'est quoi le parc de la Salonga? Ça se trouve où? C'est difficile que les gens comprennent. Et même les élèves au niveau des 6e des humanités, il y a toujours des questions en géographie sur le parc. Mais il y a beaucoup d'élèves qui échouent. Alors que dans toutes nos cartes géographiques, il y a cela. Très bien, donc c'est ça, effectivement le problème c'est celui-là parce que la fois passée quand on a fait l'émission avec les chefs des sites des complexes Upemba Kundelungu, il nous a dit la même chose, que les gens ne sont pas sensibilisés. Même là à Lubumbashi, à Katanga où il est, quand il quitte seulement les parcs, il se présente même qu'il est le chef des sites de Upemba, des complexes Upemba Kundelungu. Les gens disent, ah, là, donc à Goma, là où il y a des gorilles. Vous voyez, même sur place, c'est parce que les gens ne sont pas sensibilisés. Je crois que c'est la raison de cette chaîne. La RTEC Tropicana, c'est une chaîne vraiment thématique, la première chaîne thématique en RDC qui est consacrée tout simplement à l'environnement, conservation de la nature. Donc la première chaîne, c'est pourquoi nous avons cette chaîne existe, c'est pour sensibiliser notre population sur l'enjeu de l'air qui est l'enjeu environnemental dont la vie de tout le monde en dépend. Voilà, vous avez compris les difficultés que le directeur et chef de site du parc de la Salonga venait d'énumérer. Je pense que donc vous êtes en train de dans l'émission Oyo Ndenge, directeur chef de site ya parc ya Salonga azali koloba azali ko betambela. Bongo azali koloba ke kuna difficulté pe mususu ezali na parc ya Salonga kuna banzela ezali te. Nzela ezali te boyebi bino moko rakati na mboka tozana problème wana enclavement ya banzela. Pe population ezali tout autour ezali bobola on ezo sala ketango mutu ata amoni ayebi ke oza park bobola eleki akozaka na tendance akoloka ya kolika lisusu kokota na zamba akata banzete asala makala aluka nyama alia. Donc yango azali kopesa mbela ete soki bakoki ko réduire quand même gouvernement to bakoki koluka ba solution ndenge nini ya ko réduire pauvreté tout autour ya park wana ekosala malamu penza pe ko permettre te park ezala conserver. Et nous avons terminé par cela. Je pense que M. Lokoumou, si vous avez les mots de la fin. Ok, merci pour me donner encore ce temps pour clôturer mes petits mots. Je voulais d'abord préciser que pour les cas d'Ebola, ce n'est pas au niveau de mon côté, c'est vers Bikoro et Mbandaka. Voilà. Le ministre de la Santé a précisé que
il y a 90% de ceux qui étaient atteints sont vaccinés. Je voulais ajouter encore un autre point sur l'atténuation des réchauffements climatiques. Le parc de la Salonga constitue vraiment le grand bassin hydrographique du fleuve Congo, d'où il y a 4 grandes rivières qui sont comme de fleuves qui se jettent au fleuve Congo. Il y a la rivière, il y a 5 même, il y a le Koro, il y a la rivière Luilaka, il y a la rivière Luile, il y a la rivière Salonga, il y a la rivière Lomela et la rivière Chuapa. Toutes ces rivières-là, c'est vraiment des grands fleuves. Ils sont appelés rivières parce qu'ils ne se jettent pas dans l'océan, parce qu'ils se jettent dans le fleuve. Mais s'ils se jetaient dans l'océan, ils pouvaient être appelés des fleuves. Mais ce sont des rivières-là qui sont des confluents, qui se jettent dans le fleuve Congo. Cela signifie si on détruit la forêt de la Salonga, ces rivières vont se tarir et le fleuve Congo aussi va connaître ces problèmes. On aura aussi moins de pluie. Oui, moins de pluie. Je voulais seulement conclure. Je sais que tout ce qu'on a parlé, on n'a parlé que à 5 ou 10%, parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, vu la durée de l'émission aussi, qui ne peut pas nous permettre. Mais l'essentiel est là. C'est que moi, je peux dire seulement que d'abord de demander à la direction générale de l'ICSN de s'approprier de cet outil qui est le RTEC, Radio-Télé d'Environnement. Vraiment, ça m'a surpris parce que si on nous permet, nous les gestionnaires de parcs, parce qu'on n'a pas d'autres outils là où nous estimons un peu pour sensibiliser les communautés. Et ici à Kinshasa, ce sont les politiques, ce sont tout le monde qui est sensibilisé et tout le monde qui peut avoir ses frères, ses sœurs dans n'importe où se trouve un parc. Ils peuvent aussi dire à leur famille pour dire que ce qu'on a appris, voilà, il faut changer de comportement. Vraiment que cet outil ne puisse pas peut-être ne plus fonctionner, mais moi je demande à ce que si l'ICSN peut prendre ça comme un outil de sensibilisation de l'ICSN pour que la direction générale puisse faire un peu le lobbying auprès de partenaires, de leur faire voir l'importance de cet outil, ça sera important pour nous les gestionnaires, pour que nous atteignions. Plus on a des problèmes avec la politique, quelqu'un qui veut faire sa campagne, ils disent à la communauté ce qui est en dehors de la loi. Même les députés, ils oublient que la loi 14 venait du Parlement. Et comme on sait que aussi dans des villages, beaucoup de gens sont ignorants et ils gobent tout. Mais ça, vraiment, c'est un coup de chapeau. Ce que je dirais seulement, vous encourager pour que vous continuez toujours. Bien sûr qu'il peut y avoir des difficultés parce que vous n'avez pas de partenaires, mais ne baissez pas le bras. Vous contribuez à l'œuvre que Dieu a laissée parce que le premier grand conservateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a doté de toute cette riche biodiversité que nous voulons détruire. Nous, la génération égoïste, nous oublions qu'il y a aussi les générations futures. Mais vous contribuez à la sensibilisation en nous demandant d'arrêter de continuer à détruire, que nous gérons durablement. C'est vraiment que Dieu puisse bénir cette chaîne ici et vous tous qui travaillez dans cette œuvre. Et pour moi, je dirais à tout le monde de la Salonga, vraiment que vous nous aviez bien reçus et vous nous aviez ouvert la porte pour que nous parlions de la Salonga. Et vous êtes toujours la bienvenue. Oui, la Salonga vit. La Salonga est la bienvenue ici dans cette émission pour parler de ces problèmes, de ces difficultés. Je crois que nous comprenons que la Salonga doit vivre à Kinshasa grâce à votre chaîne. Que Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup, bien-aimés. C'est par ces mots de la fin du directeur Lucien Gédéon Lukumu, qui est le chef de site de la Salonga, que nous mettons un terme à cette émission. Nous vous remercions, M. Lucien Gédéon, qui a voulu répondre à notre invitation. Vraiment, nous vous remercions beaucoup pour avoir répondu favorablement à cette émission. C'est tout ça le Congo. Nous remercions l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous remercions Junior Suleiman et Job. Nous remercions vous tous, chers fidèles téléspectateurs, auditeurs et auditrices de la RTEC Tropicana qui ont eu la grâce de nous suivre dans le cadre de cette émission. C'est tout ça le Congo, dans cette chaîne thématique. Donc RTEC, vous savez que la RTEC c'est une chaîne thématique, la première chaîne thématique en RDC, pourquoi pas même dans l'Afrique centrale, qui est consacrée tout simplement aux questions de l'environnement et conservation de la nature. Nous vous remercions prochainement. Nous allons parler du parc national de Virunga.
donc du parc national de Virunga. Restez toujours branchés à la RTEC Tropicana, vous ne serez jamais déçus. Et si Jésus-Christ ne vient pas, nous nous retrouverons encore sur la même chaîne, le même jour, la même heure. Ciao.